Chapitre 19. Premier principe. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? Demanda Kemp lorsque son hôte lui eut ouvert. Rien. Mais, que diable? Pourquoi ce vacarme? Simple accès de mauvaise humeur, répondit l'homme invisible. Je ne pensais plus à mon bras, et il me fait mal. Kemp traversa la pièce et ramassa les morceaux du verre brisé, puis debout, avec des éclats dans la main. On a publié dans les journaux toute votre affaire, dit-il, tout ce qui est arrivé, soit à Iping, soit au bas de la colline. Le monde est averti qu'il y a un citoyen invisible, mais nul ne sait que vous êtes ici. L'autre lâcha un juron. Oui, reprit le docteur, le secret est découvert. Je comprends que c'était un secret. J'ignore quels sont vos projets, mais, bien entendu, je suis désireux de vous servir. L'homme invisible s'assit sur son lit. Le déjeuner est servi là-haut, ajouta Kemp, d'un ton aussi aisé que possible. Il fut ravi de voir que son hôte bizarre se levait volontiers, et il monta devant l'étroit escalier qui menait au belvédère. Avant tout, dit Kemp, je voudrais bien en savoir un peu plus long sur votre invisibilité. Il s'était assis, après un regard impatient jeté par la fenêtre, de l'air d'un homme qui veut causer. Les doutes qu'il avait eus la veille sur la réalité de l'aventure ne lui revinrent que pour s'évanouir de nouveau quand il regarda l'endroit où s'était assis Griffin, devant la table, une robe de chambre sans tête, essuyée des lèvres qu'on ne voyait pas, avec une serviette soutenue miraculeusement. C'est bien simple, répondit Griffin, en posant sa serviette à côté de lui. Pour vous, sans doute, mais... Et Kemp se mit à rire. Oui, certainement, à moi-même, cela me semblait d'abord merveilleux. À présent, bon Dieu. Mais nous allons faire de grandes choses. Je m'occupais de la question, pour la première fois, à Chesilstowe. À Chesilstowe? J'y étais en quittant Londres. Vous savez que j'ai abandonné la médecine pour me consacrer à la physique? Non, vous ne le saviez pas. Eh bien, c'est ainsi. L'étude de la lumière m'attirait. Ah. La densité optique. C'est un tissu d'énigmes, une série de problèmes, avec des solutions qu'on n'entrevoit que vaguement. Je n'avais que 22 ans. J'étais plein d'enthousiasme. Je me dis, je vais vouer ma vie à cette question-là, elle en vaut la peine. Vous savez bien comme on est bête à 22 ans. Bête alors ou bête plus tard. Comme si, de connaître, de savoir, cela pouvait procurer quelque satisfaction à un homme. Je me mis à travailler comme un nègre. Et j'avais à peine travaillé et réfléchi 6 mois que la lumière se fit et passa par une maille du réseau, aveuglante. Je découvris un principe général des pigments et de la réfraction, une formule, une expression géométrique comportant 4 dimensions. Les sots, le commun des mortels et même les mathématiciens vulgaires ne savent pas ce qu'une expression générale peut signifier pour qui étudie la physique moléculaire. Dans mes livres, les livres que ce schnappant m'a volés, il y a des merveilles, des miracles. Ce n'était pas une méthode, c'était une idée capable de conduire à une méthode par laquelle il serait possible, sans changer aucune des propriétés de la matière, excepté, en certains cas, la couleur, de réduire l'indice de réfraction d'un corps solide ou liquide à celui de l'air, autant que peuvent l'exiger toutes les applications pratiques. Fichtre, dit Kemp, cela est très curieux. Pourtant je ne vois pas encore tout à fait. Je comprends bien que, par ce moyen, vous pouvez ôter son éclat à une pierre précieuse, mais de là à rendre invisible une personne, il y a loin. Précisément. Mais considérez que la visibilité dépend de l'action des corps visibles sur la lumière. Laissez-moi vous exposer les notions élémentaires comme si vous ne les connaissiez pas du tout. Mon explication en deviendra plus claire. Vous savez très bien qu'un corps absorbe les rayons lumineux, ou il les réfléchit, ou il les réfracte, ou il en absorbe, et il en réfléchit, et il en réfracte tout à la fois. Supposez qu'un corps ne réfléchisse, ni ne réfracte, ni n'absorbe aucun rayon, ce corps ne peut pas être visible par lui-même. Par exemple, vous voyez une boîte rouge opaque, parce que la couleur absorbe une partie des rayons lumineux et réfléchit les autres, c'est-à-dire vous renvoie tous les rayons rouges. Si elle n'absorbait pas une partie des rayons lumineux, si elle les réfléchissait tous, c'est une boîte éclatante de blancheur que vous verriez, une boîte d'argent. Une boîte en diamant n'absorberait pas beaucoup de rayons et n'en réfléchirait pas non plus beaucoup par sa surface, mais ça et là seulement, aux endroits où les surfaces sont favorables, la lumière serait réfléchie et réfractée, de sorte que vous auriez l'impression de réflexion brillante et de transparence,
une façon de squelette de lumière, si je puis dire. Une boîte en verre ne serait pas aussi brillante ni aussi visible qu'une boîte en diamant, parce qu'il y aurait moins de réflexion et de réfraction. Vous comprenez? Sous un certain angle, vous verriez parfaitement au travers. Certaines espèces de verre seraient plus transparentes que d'autres, une boîte en cristal serait plus limpide qu'une autre en verre de vitre ordinaire. Une boîte en verre commun, très mince, serait difficile à distinguer dans une mauvaise lumière, parce qu'elle absorberait à peine quelques rayons, en réfracterait et en réfléchirait fort peu. Si vous plongez dans l'eau une plaque de verre blanc commun, bien mieux. Si vous la plongez dans quelque liquide plus dense que l'eau, elle disparaît presque complètement, parce que le rayon qui passe de l'eau dans le verre n'est que légèrement réfracté ou réfléchi, c'est-à-dire modifié dans sa direction. Il est presque aussi invisible qu'un jet de carbone ou d'hydrogène dans l'air, et précisément pour la même raison. Oui, dit Kemp, cela va tout seul. Il n'y a pas d'écolier aujourd'hui qui ne sache tout cela. Voici maintenant un autre fait que tous les écoliers connaissent de même. Si l'on brise une plaque de verre, si on la réduit en poudre, elle devient beaucoup plus facile à voir dans l'air, elle devient, du moins, une poudre opaque et blanche. Ceci, parce que la pulvérisation multiplie les surfaces sur lesquelles s'exercent réflexion et réfraction. Dans une plaque de verre il n'y a que deux surfaces, dans le verre pulvérisé, la lumière est réfractée ou réfléchie par chacun des grains qu'elle traverse, et très peu de rayons passent droit. Mais ce verre blanc pulvérisé, si vous le mettez dans l'eau, sur le champ, il cesse d'être visible. C'est que le verre pulvérisé et l'eau ont à peu près le même indice de réfraction, c'est-à-dire que la lumière subit à peine une petite réfraction ou réflexion en passant de l'un dans l'autre. Donc un corps transparent, le verre, par exemple, est rendu invisible si vous le mettez dans un liquide qui est à peu près le même indice de réfraction. Raisonnez seulement une seconde, vous comprendrez que la poudre de verre pourrait être rendue invisible même dans l'air, si son indice de réfraction pouvait être rendu égal à celui de l'air, car, alors, il n'y aurait plus ni réfraction ni réflexion au passage des rayons lumineux du verre dans l'air et inversement. Oui, sans doute. Mais un homme, ce n'est pas du verre pilé. Non, en effet, répondit Griffin. C'est bien plus transparent. Allons donc. Et c'est un docteur qui parle. Comme on perd la mémoire. Avez-vous donc oublié déjà votre physique, en disant? Songez à toutes les choses qui sont transparentes et d'abord ne semblent pas l'être. Le papier est fait de fibres transparentes, s'il est blanc et opaque, c'est pour la même raison qui fait que le verre pulvérisé est opaque, et blanc. Huilez du papier blanc, que l'huile s'introduise bien dans tous les vides, entre les molécules, de telle sorte qu'il n'y ait plus de réfraction ni de réflexion que sur les surfaces, il devient transparent comme verre. Et cela n'est pas vrai seulement du papier, mais des fibres du coton, du lin, de la laine, du bois, aussi des os, Kemp, de la chair, Kemp, des cheveux, Kemp, des ongles et des muscles, Kemp. En réalité, l'organisme tout entier d'un homme, à l'exception des cellules rouges de son sang et des pigments foncés de ses cheveux, est fait de tissus transparents, incolores, tant il faut peu de choses pour nous rendre visibles les uns aux autres. Pour la plus grande part, les fibres d'un être vivant ne sont pas plus opaques que l'eau. Évidemment. Évidemment, s'écria Kemp. Je n'avais songé cette nuit qu'aux larves de mer et aux méduses. Maintenant vous me comprenez. Vous êtes au courant de tout ce que je savais, de tout ce que j'avais dans l'esprit, un an après avoir quitté Londres il y a 6 ans. Mais je gardais tout pour moi. Il me fallait poursuivre mon travail dans des conditions désavantageuses et effrayantes. Obma, mon maître, était de ces savants qui vous fixent une limite dans la science, et, de plus, un voleur d'idées, sans cesse à fouiller la pensée des autres. Vous connaissez la fourberie ordinaire du monde scientifique. Moi, je ne voulais rien publier, je ne voulais pas que cet homme vînt partager ma gloire. Je continuais à travailler. Parti de ma formule, j'approchais peu à peu de l'expérience, de la réalité. Je n'en parlais à âme qui vive, parce que je voulais lancer ma découverte sur le monde avec une force écrasante et devenir célèbre d'un seul coup. Je repris la théorie des pigments pour combler certaines lacunes, et soudain, sans dessein arrêté, par accident, je fis une découverte en physiologie. Vraiment? Vous connaissez la matière colorante du sang, elle est rouge. Eh bien, on peut la rendre blanche, incolore, sans troubler ses fonctions normales. Kemp poussa un cri de surprise et d'incrédulité. L'homme invisible se leva et se mit à arpenter le cabinet. Oh! Vous pouvez vous récrier. Je me rappelle ce jour-là.
Il était tard, le soir, dans la journée, on était assommé par des élèves sots et paresseux, je travaillais là quelquefois jusqu'à l'aurore. La lumière se fit tout à coup dans mon esprit, complète et splendide. J'étais seul. Le laboratoire était tranquille, éclairé en silence par ces hautes lampes éclatantes. On pouvait rendre transparent un tissu, un animal. Exception faite des pigments, on pouvait le rendre invisible. Je pourrais devenir invisible, me dis-je à moi-même. Et soudain je me rendis compte de ce que peut un albinos possédant un secret semblable. C'était renversant. Je laissai le liquide que j'étais en train de filtrer et j'allais contempler le ciel et les étoiles par la grande fenêtre. Je pourrais être invisible, me répétais-je. Réaliser cela, ce serait dépasser la magie. J'apercevais déjà, dégagé des ténèbres du doute, le tableau magnifique de tout ce que l'invisibilité pouvait représenter pour un homme, le mystère, le pouvoir, la liberté. D'inconvénients, je n'en voyais aucun. Songez donc. Moi, un pauvre physicien de 4 sous, professeur de jeunes sots dans un collège de province, moi, je pourrais instantanément devenir ce prodige. Je vous le demande, Kemp, si vous. N'importe qui, je vous dis, se serait jeté à corps perdu dans cette étude. Je travaillais 3 ans et il n'est pas de montagne de difficultés qui, soulevée, ne m'en ait laissé voir une autre. La minutie infinie des détails. Et l'exaspération. Et un collègue, un de ces provinciaux, toujours furetant, eh bien, quand allez-vous enfin publier votre travail? C'était là son éternelle question. Et les élèves? Et la gêne? 1000 entraves. Je supportais 3 années de ce régime. Et après 3 années de réserve et d'angoisse, je reconnus que d'aller jusqu'au bout de mon affaire, c'était impossible, impossible. Pourquoi? Demanda Kemp. L'argent. L'argent. Répondit l'homme invisible. Et il se leva pour regarder par la fenêtre. Puis il se retourna brusquement. Alors, je volai le vieux, je volai mon père. Mais l'argent n'était pas à lui. Il s'est tué. Chapitre 20. Le logement de Great Portland Street. Kemp, un moment, demeura silencieux, il regardait fixement le dos de ce corps sans tête qui semblait appuyer le front aux vitres. Puis il tressaillit, comme frappé d'une pensée soudaine, il se leva, saisit le bras de l'homme invisible et le força de se retourner. « Vous êtes fatigué, lui dit-il, et, tandis que je reste assis, vous vous promenez. Prenez mon fauteuil. » Il se plaça lui-même entre Griffin et la fenêtre la plus voisine. Griffin s'assit, au bout d'une minute il reprit brusquement. J'avais déjà quitté le collège de Chosilstow quand cela s'est passé. C'était le dernier jour de décembre. J'avais pris une chambre à Londres, une grande chambre non meublée, dans une grosse maison de rapport, mal tenue, dans une impasse de Great Portland Street. La pièce fut bientôt remplie de tout le matériel acheté avec l'argent du vieux. Mon travail allait toujours, avec suite, avec succès, approchant de plus en plus de la fin. J'étais comme un homme qui, à la sortie du bois, tomberait tout à coup dans quelque tragédie absurde. J'allais enterrer mon père. L'esprit toujours occupé de mes recherches, je ne fis pas le moindre effort pour sauver sa réputation. Je me rappelle l'enterrement, le corbillard des pauvres, le service expédié, le versant de la colline balayé par un vent glacé, et son vieux camarade de collège qui lut sur sa tombe les prières des morts, un vieillard minable, noir, cassé, avec un rhume qui coulait. Je me rappelle mon retour au foyer désert, la traversée de ce qui jadis avait été un village et que des entrepreneurs avaient retapé maintenant à la vilaine image d'une ville. Dans toutes les directions, les rues aboutissaient à des terrains vagues et se terminaient par des tas de décombres ou d'herbes. Je me vois encore, fantôme maigre et noir, marchant le long du trottoir luisant et glissant, avec un étrange détachement qui me venait de ces ignobles maisons bourgeoises, de ces boutiques sordides. Je ne me sentais nullement attristé par la mort de mon père. Il me faisait l'effet d'avoir été la victime d'une sentimentalité folle. Les convenances, l'usage exigeait ma présence à l'enterrement, mais le cœur n'y était pas. Pourtant, comme je longeais la grande-rue, ma vie passée me revint à l'esprit, un moment. Je rencontrai une jeune fille que j'avais connue 10 ans plus tôt, nos regards se croisèrent. Quelque chose me poussait à rebrousser chemin et à lui parler. C'était une femme très ordinaire. Cette visite au lieu d'autrefois me paraissait un rêve. Je ne sentais pas alors que j'étais isolé,
que j'étais sorti du monde pour me jeter dans un désert. Je remarquais bien l'absence de sympathie autour de moi, mais je l'attribuais au vide ordinaire de la vie. En rentrant dans ma chambre, je crus être rendu à la réalité, là était tout ce que je connaissais, tout ce que j'aimais, là, m'attendaient mes appareils, mes expériences toutes prêtes. Maintenant il ne restait plus guère de difficulté que dans le détail. Un jour ou l'autre, Kemp, je vous dirai tous mes procédés compliqués. Inutile maintenant. Pour la majeure partie, sauf certaines lacunes que je préfère combler de mémoire, ils sont consignés en chiffres dans ces livres que le cheminot m'a volés. Il faudra que nous nous remettions à sa poursuite. Il faudra que nous rentrions en possession de ces livres. Le point capital était de placer le corps transparent dont il fallait réduire l'indice de réfraction entre deux centres d'où rayonnaient certaines vibrations de l'éther, dont je vous parlerai plus tard. Non, il ne s'agit pas de rayons Röntgen, je ne sache pas que les miens aient déjà été décrits, pourtant l'existence en est assez évidente. J'avais surtout besoin de 2 petites dynamos, et je les actionnais avec un moteur à gaz, bon marché. Ma première expérience porta sur un morceau d'étoffe, un chiffon de laine blanche. C'était bien la chose la plus étrange du monde, de le voir d'abord souple et blanc sous les jets de lumière, puis de le voir s'évanouir peu à peu, comme un flocon de fumée, disparaître. J'avais peine à croire que j'eusse obtenu cela. J'étendis la main dans le vide apparent, l'objet était bien là, aussi solide que jamais. L'ayant saisi maladroitement, je le laissai tomber à terre, je ne le retrouvai pas sans difficulté. Alors intervint une expérience plus curieuse. J'entendis un miaulement derrière moi, je me retournai et j'aperçus, de l'autre côté de la fenêtre, un chat blanc très sale, étendu sur le couvercle du réservoir. Une idée me vint. Oh! Toi, tu arrives juste à point. Pensai-je, et, la fenêtre ouverte, j'appelai le chat bien doucement. Il entra en faisant ronron, la pauvre bête mourait de faim, je lui donnai un peu de lait. Toutes mes provisions étaient enfermées dans une armoire, dans un coin de la pièce. Quand il eut mangé, le chat fit en flairant tout le tour de la chambre, avec l'intention manifeste de s'installer chez moi. Le chiffon invisible l'inquiéta un peu, il fallait le voir cracher devant. Je l'établis confortablement sur l'oreiller de mon grabat et je lui donnai du beurre pour faire sa toilette. Et vous avez opéré sur lui? Parfaitement. Mais droguer un chat, ce n'est pas une petite affaire, Kemp. L'opération échoua. Échoua? Oui, sur 2 points, à savoir les griffes et la matière pigmentaire, comment cela s'appelle-t-il? Au fond de l'œil du chat, vous savez bien. Tapetum. C'est cela, le tapetum. Ça n'allait pas. Après lui avoir fait prendre la drogue pour blanchir le sang, après lui avoir fait subir diverses préparations, je donnai à la bête de l'opium, et je la plaçai, avec l'oreiller où elle dormait, sur l'appareil. Eh bien, tout le reste s'évanouit, disparut, mais il resta les 2 petites flammes des yeux. Bizarre. Je n'y peux rien comprendre. Le chat était bien attaché, naturellement, il n'allait pas se sauver. Mais il se réveilla, encore engourdi, et miaula doucement. On frappa à la porte. C'était une vieille femme qui demeurait au-dessous, et qui me soupçonnait de faire de la vivisection, une vieille, ruinée par la boisson, et qui n'avait plus rien au monde que son chat. Je pris vivement du chloroforme, j'en fis une application, et j'allais répondre à la porte. N'ai-je pas entendu un chat? Demanda-t-elle, mon chat? Ce n'est pas ici, fis-je très poliment. Elle n'avait pas grande confiance, et elle essayait de glisser un coup d'œil derrière moi dans la chambre. Tout, en effet, était assez étrange pour elle, les murailles nues, les fenêtres sans rideaux, le grabat, le moteur à gaz en trépidation, l'éclat des poings rayonnants et cette odeur de chloroforme dans l'air. Enfin, elle dut se contenter de ma réponse, et elle s'en retourna. Combien cela prive de temps? Demanda Kemp. Le chat? 3 ou 4 heures. Les os, les nerfs, la graisse furent les derniers à disparaître, ainsi que l'extrémité des poils de couleur. Et, comme je vous le dis, le fond de l'œil, une matière visqueuse et chatoyante, ne s'en allait pas du tout. Il faisait nuit dehors bien avant que la chose fût terminée, on ne voyait plus rien que les yeux ternes et les griffes. J'arrêtai le moteur à gaz, je cherchai à tâtons, je caressai la bête, qui était encore insensibilisée, je détachai ses liens, puis, me sentant fatigué, je la laissai dormir sur l'oreiller invisible, et je me couchai. J'eus de la peine à m'endormir, je restai éveillé,
pensant vaguement à des choses sans suite, reprenant toujours mon expérience, rêvant fiévreusement que tous les objets s'obscurcissaient peu à peu, s'évanouissaient, jusqu'à ce que le sol même où je me tenais s'évanouît. J'arrivais ainsi au cauchemar maladif et au vertige. Vers 2 heures, le chat se mit à miauler dans la chambre, je tâchai d'abord de le faire taire, en lui parlant, puis je pris le parti de le mettre dehors. Je me rappelle l'impression que j'éprouvais en battant le briquet, il n'y avait là que 2 yeux ronds, brillants, verts, et rien autour. Je lui aurais bien donné du lait, mais je n'en avais plus. Il ne voulait pas se tenir tranquille, il s'assit et miaula encore jusqu'à la porte. J'essayai de l'attraper avec l'idée de le jeter par la fenêtre, mais il ne se laissa pas prendre, il disparut, tout en continuant de miauler à droite et à gauche dans la chambre. À la fin, j'ouvris la fenêtre, et je fis un grand remue-ménage. Sans doute, il finit par sortir, je ne le vis, je ne l'entendis plus jamais. Alors, Dieu sait pourquoi. Je repensai à l'enterrement de mon père, à la colline lugubre battue par le vent, jusqu'à ce que le jour se levât. Je compris qu'il fallait renoncer à dormir, et, fermant ma porte derrière moi, j'errai par les rues, dans la lumière du matin. Vous ne voulez pas dire qu'il y a un chat invisible lâché à travers le monde, demanda Kemp. À moins qu'on ne l'ait tué. Pourquoi pas, fit l'homme invisible. Pourquoi pas? Mais je n'avais pas l'intention de vous interrompre. Il est bien probable qu'on l'a tué, reprit Griffin. Cependant, 4 jours après, il était encore vivant, c'est tout ce que je sais. Il était au bas d'une grille, dans Great Tishfield Street, je vis des gens attroupés qui cherchaient d'où venaient des miaulements. Griffin se tut pendant près d'1 minute. Puis il reprit d'un ton brusque. Je me rappelle cette matinée qui précéda ma métamorphose. Je devais avoir remonté Great Portland Street, car je vois encore la caserne d'Albany Street et la sortie des gardes à cheval. Finalement, je me trouvais assis au soleil, souffrant, mal à mon aise, en haut de Primrose Hill. C'était un jour ensoleillé de janvier, un de ces jours radieux et froids que nous avons eus cette année avant la neige. Ma pauvre cervelle épuisée s'efforçait de déterminer la situation et d'établir un plan de campagne. Je fus surpris de reconnaître, maintenant que la récompense était à ma portée, combien sa possession me semblait vaine. En fait, j'étais à bout de force, 4 années de labeur acharné me laissaient incapable de toute énergie comme de tout sentiment. J'étais apathique et je m'évertuais inutilement à recouvrer l'enthousiasme de mes premières recherches, la fureur de découverte qui m'avait donné le courage de consommer la perte de mon vieux père. Rien ne me semblait plus avoir d'importance. Je sentais, d'ailleurs, très bien, que c'était là une disposition passagère, due au surmenage et au manque de sommeil, et que, soit par des drogues, soit par du repos, il me serait possible de retrouver ma vigueur. Je ne pouvais penser nettement qu'à une chose, c'est qu'il fallait mener mon affaire à bonne fin, l'idée fixe me dominait encore. Et cela, sans tarder, car je n'avais presque plus d'argent. Je regardais autour de moi, sur le penchant de la colline, des enfants qui jouaient, des jeunes filles qui les surveillaient, et je m'efforçais de songer à tous les avantages fantastiques qu'un homme invisible pourrait avoir dans le monde. Au bout d'un certain temps, je me traînai jusque chez moi, je pris un peu de nourriture, une forte dose de strychnine, et je me jetai tout habillé pour dormir sur mon lit pas fait. La strychnine, Kemp, est un merveilleux tonique, ça vous remonte un homme. Mais c'est un remède diabolique, c'est du feu en bouteille. Je me trouvais, au réveil, tout à fait ragaillardi et même nerveux. Vous comprenez? Oui, je connais la drogue. Or, quelqu'un frappait à ma porte. C'était mon propriétaire, avec des menaces, avec tout un interrogatoire, un vieux juif polonais, vêtu d'une longue houppelande grise, chaussé de pantoufles graisseuses. J'avais torturé un chat pendant la nuit, il en était sûr, la langue de la vieille avait marché. Il insistait pour tout savoir. Les lois du pays contre la vivisection étaient très sévères, il pouvait être mis en cause. Je niai le chat. Alors, il dit que la trépidation de mon petit moteur à gaz avait été ressentie dans toute la maison, ce qui était vrai, évidemment. Il rôdait autour de moi dans la pièce, reluquant tout par-dessus ses lunettes d'argent. La terreur me prit soudain qu'il n'emportât quelque chose de mon secret. J'essayai de me mettre entre lui et l'appareil de concentration que j'avais arrangé, cela ne fit que le rendre plus curieux. Et qu'est-ce que je faisais? Et pourquoi étais-je toujours seul et mystérieux? Était-ce légal? N'était-ce pas dangereux? Je ne payais rien que le loyer ordinaire. Sa maison avait toujours été respectable,
malgré de méchants voisinages. Tout à coup, la patience m'échappa, je lui ordonnai de sortir. Il se mit à protester, bredouilla qu'il avait le droit d'entrer chez moi. En une seconde, je lui empoignai par le collet, quelque chose se déchira, et il tournoya jusque dans son corridor. Je fis claquer la porte, je donnai un tour de clé et je m'assis tout frémissant. Dehors, il raconta des histoires dont je ne m'occupais point, et, après un moment, il s'en alla. Mais cet incident gâta les choses. Je ne savais ni ce qu'il avait l'intention, ni ce qu'il avait le droit de faire. Me transporter dans un autre appartement, c'était un retard. D'autre part, il me restait tout juste 20 livres, pour la majeure partie dans une banque, et je ne pouvais pas me payer un déménagement. Disparaître. Il n'y avait que cela. Oui, mais il y aurait chez moi enquête, perquisition. À l'idée que mon œuvre pourrait être en péril, interrompue à sa dernière étape, je fus pris d'une activité rageuse. Tout d'abord, je m'empressai de sortir avec mes 3 volumes de notes, mon carnet de chèques, le cheminot à tout cela maintenant. Et je les adressai, du plus prochain bureau de poste, à une poste restante privée, dans Great Portland Street. J'avais tâché de sortir sans bruit. En rentrant, je trouvai le propriétaire qui montait tranquillement l'escalier, il avait, je suppose, entendu la porte se fermer. Vous auriez ri de le voir sauter de côté sur le palier quand j'arrivai en courant derrière lui. Il me regarda effaré, quand je passai tout près. Je fis trembler toute la maison en faisant claquer ma porte. Je l'entendis arriver d'un pas traînant jusqu'à mon étage, il hésita, puis redescendit. Je me remis sur le champ à mes préparatifs. Tout fut achevé dans la soirée, dans la nuit. J'étais là immobile, sous l'influence pénible et soporifique des drogues qui décolorent le sang, on frappa des coups à la porte. Cela cessa, des pas s'éloignèrent, puis ils revinrent et l'on se remit à heurter. Bientôt on essaya de glisser quelque chose sous la porte, un papier bleu, dans un accès d'impatience, je me levai, j'allais ouvrir la porte toute grande. Eh bien! M'écriai-je. C'était mon propriétaire, porteur d'un avis d'expulsion. Il me le tendit, remarqua dans l'aspect de mes mains quelque chose d'insolite, je pense, et leva les yeux sur mon visage. D'abord, il demeura bouche béante, puis il poussa une sorte de cri inarticulé, laissa choir à la fois chandelle et papier, et s'enfuit à tâtons par le corridor obscur, dans la direction de l'escalier. Je refermai la porte et tournai la clé. M'étant approché de la glace, je compris son effroi, j'avais la figure toute blanche, couleur de pierre. Ce fut tout à fait horrible. J'avais compté sans la souffrance. Nuit d'angoisse déchirante, de nausées, de défaillance. Je claquai des dents quoique ma peau fût en feu, tout mon corps en feu, et j'étais là gisant comme un cadavre. Je comprenais maintenant pourquoi le chat s'était plaint jusqu'au moment du chloroforme. Il était bien heureux que je vécusse seul et abandonné dans ma chambre. Il y avait des instants où je sanglotais, où je gémissais, où je parlais, mais je tenais bon. Je perdis connaissance, puis je m'éveillai, tout languissant, dans la nuit noire. La douleur avait cessé. Je me disais que j'étais en train de me tuer, mais je n'en avais cure. Je n'oublierai jamais le lever du jour et l'horreur éprouvée à voir mes mains devenues comme du verre dépoli, puis plus transparentes et plus fines à mesure que la clarté augmentait, enfin, je pus voir au travers, et malgré mes paupières closes, l'affreux désordre de ma chambre. Mes membres devinrent vitreux, les os et les artères s'évanouirent, disparurent, les petits nerfs blancs passèrent les derniers. Je grinçai des dents, mais j'attendis là jusqu'au bout. Enfin, seule l'extrémité morte des ongles subsista, pâle et blanche, avec la tache brune d'un acide sur mes doigts. Je fis un effort pour me lever. D'abord, j'en fus aussi incapable qu'un enfant en maillot, je piétinais, au bord de mon lit, avec des membres que je ne pouvais pas voir. J'étais faible et affamé. Je m'avançai et je regardai dans mon miroir, rien. Rien du tout. Sinon quelques pigments atténués, plus légers qu'un nuage, subsistant derrière la rétine, je dus me pencher sur la table et me coller le front contre la glace. Ce ne fut que par un violent effort de volonté que je réussis à retourner à mes appareils et à compléter mon opération. Je dormis pendant la matinée, en mettant mon drap sur mes yeux pour les protéger contre la lumière. Vers midi, je fus réveillé par des coups à la porte. Mes forces m'étaient revenues, je me dressai sur mon séant, je tendis l'oreille et je perçus des chuchotements. Je sautai sur mes pieds et, à la muette, le plus doucement possible, je me mis à démonter mon appareil,
à en disperser les parties à travers la chambre, pour qu'on ne pût avoir aucune idée de sa structure. Bientôt les coups se renouvelèrent, des voix appelèrent, d'abord celle du propriétaire, puis deux autres. Pour gagner du temps, je leur répondis. Le chiffon et l'oreiller invisible me tombant sous la main, j'ouvris la fenêtre et je les lançai dehors, sur le couvercle d'un réservoir. Comme la fenêtre s'ouvrait, un craquement se fit entendre à la porte, quelqu'un avait pratiqué des pesées, pour faire sauter la serrure, mais les verrous solides, que j'avais vissés quelques jours avant, l'arrêtèrent. Tout de même, cela me fit tressaillir et me rendit furieux. Je commençai à trembler et à précipiter mes mouvements. Je jetai pêle-mêle au milieu de ma chambre des feuillets détachés, de la paille, du papier d'emballage, etc., et je tournai le robinet du gaz. Des coups sérieux se mirent à pleuvoir sur ma porte. Je n'arrivais pas à trouver les allumettes, de mes mains je battais les murs avec rage. Je refermai le gaz, enjambai la fenêtre et me tins sur le couvercle du réservoir, puis, très doucement, je baissai le châssis et là, en sûreté, invisible, mais tremblant de colère, je m'assis pour attendre les événements. Je les vis crever un des panneaux, un moment après, ils avaient fait sauter la gâche des verrous et ils apparaissaient dans le cadre de la porte. C'était le propriétaire, accompagné de ses deux beaux-fils, deux gaillards de 23 ou 24 ans. Derrière eux s'agitait la silhouette d'une vieille femme, la vieille d'en bas. Vous pouvez imaginer leur étonnement de trouver la chambre vide. L'un des jeunes gens courut aussitôt à la fenêtre, l'ouvrit en hâte et regarda au dehors. Les yeux écarquillés, sa figure barbue, lipue, vint à un pied de la mienne. J'eus bien envie de taper dessus, mais je retins mon poing fermé. Ses regards me traversaient le corps. De même ceux des autres, quand ils l'eurent rejoint. Le vieux alla jeter un coup d'œil sous le lit. Puis tous se précipitèrent sur le buffet. Ils se mirent à discuter à perte de vue, dans un jargon moitié juif, moitié mauvais anglais. Ils conclurent que je ne leur avais pas répondu, qu'ils avaient été dupes de leur imagination. Un sentiment d'extraordinaire orgueil succéda à ma colère tandis que, installé hors de la fenêtre, j'observais ces quatre personnages. La vieille aussi était entrée, elle épiait, d'un air soupçonneux, tout autour d'elle, comme un chat, ces quatre personnages qui essayaient de deviner l'énigme de mon existence. Le propriétaire, autant que je pus comprendre son patois, était d'accord avec la vieille, je faisais de la vivisection. Les fils assuraient, en charabia, que j'étais électricien, ils en donnaient comme preuve les dynamos et les radiateurs. Tous étaient très inquiets à l'idée de mon retour, pourtant j'ai constaté plus tard qu'ils avaient verrouillé la porte d'entrée. La vieille regardait encore dans le buffet et sous le lit, l'un de mes colocataires, un marchand des 4 saisons, qui partageait avec un boucher la chambre d'en face, apparut sur le palier, on l'appela, il entra, et débita des sottises. Il me vint à l'esprit que les radiateurs spéciaux dont je me servais, s'ils tombaient entre les mains d'un homme intelligent et instruit, pourraient me trahir, ayant donc guetté occasion, je glissai de la fenêtre dans la pièce et, esquivant la vieille, je séparai de sa jumelle, qui la supportait, une des petites dynamos, et j'envoyai tout l'appareil s'écraser sur le parquet. Ah! Leur épouvante! Pendant qu'ils essayaient de s'expliquer la chose, je me faufilai dehors et je descendis avec précaution l'escalier. Au rez-de-chaussée, j'entrai dans une petite pièce où j'attendis. Ils finirent par descendre, eux aussi, toujours inquiets, toujours disputant, tous un peu désappointés de n'avoir pas trouvé d'horreur, et se demandant quelle était leur situation légale à mon égard. Dès qu'ils furent en bas, je me faufilai de nouveau, je remontai avec une boîte d'allumettes, je mis le feu à mon tas de papier et de saleté, j'approchai les chaises et la litière, j'amenai le gaz avec un tuyau de caoutchouc. « Vous avez mis le feu à la maison » s'écria Kemp. « Oui, j'ai mis le feu. C'était la seule manière de brouiller ma piste. Et, d'ailleurs, la maison était certainement assurée. Je tirai tranquillement les verrous de la porte d'entrée et me voilà dans la rue. J'étais invisible et je commençais seulement à me rendre compte de l'avantage extraordinaire que me donnait cette qualité. Ma tête fourmillait déjà de projets insensés et merveilleux que je pouvais dès lors mettre à exécution impunément. Chapitre 21. Dans Oxford Street. En descendant l'escalier, la première fois, j'avais trouvé une difficulté imprévue, je ne voyais pas mes pieds, je trébuchais à 2 reprises. De même, il y eut une gaucherie singulière dans ma façon de saisir le verrou, je ne voyais pas mes mains. Cependant, à condition de ne pas regarder par terre, je parvins à marcher assez bien sur le terrain plat. Mon état d'esprit, vous devez le comprendre, était l'exaltation.
J'éprouvais la sensation d'un voyant qui marcherait, avec les pieds enveloppés d'ouate et des vêtements qui ne feraient aucun bruit dans une cité d'aveugles. J'avais une tentation folle de plaisanter, de faire peur aux gens, de leur taper sur l'épaule, d'envoyer promener des chapeaux, afin de m'ébattre en mes avantages exceptionnels. Pourtant, à peine avais-je débouché dans Great Portland Street, je demeurais tout près du grand magasin de nouveautés, j'entendis le bruit d'un choc et je fus heurté violemment par derrière, m'étant retourné, je vis un homme qui portait un panier de siphons et qui regardait son fardeau avec ahurissement. Quoique le coup m'eût réellement fait mal, je trouvai quelque chose de si drôle dans sa stupéfaction que j'éclatai de rire bien haut. « Le diable est dedans !» criai-je en tirant le panier des mains du porteur. Celui-ci lâcha immédiatement et je balançai en l'air toute la charge, mais une brute de cocher de fiacre, qui se trouvait là, devant un cabaret, se jeta dessus, et ses doigts étendus me saisirent, avec une vigueur fâcheuse, au-dessous de l'oreille. Je laissai tout retomber sur le cocher. Alors clameur, piétinement de la foule autour de moi, les gens sortent des boutiques, les voitures s'arrêtent. Je compris ma sottise, et, tout en la maudissant, je m'adossai contre une vitrine et guettai le moment de m'enfuir. En un instant, je pouvais être pris dans la cohue et inévitablement découvert. Je bousculai un garçon boucher qui, par bonheur, ne se retourna point pour voir le néant qui le poussait, et je m'esquivai derrière le fiacre. J'ignore comment se termina l'affaire. Je me hâtai de traverser la chaussée qui, heureusement, était libre et, faisant à peine attention au chemin que je suivais, en proie depuis le dernier incident à la frayeur d'être découvert, je plongeai dans la foule dont Oxford est encombrée l'après-midi. J'essayai de me caser dans le courant, mais il était trop compact et bientôt on me marcha sur les talons. Je pris le ruisseau, dont je trouvais les inégalités bien rudes, et, presque tout de suite, le brancard d'un cab en maraude me heurta avec force au-dessous de l'omoplate, me rappelant que j'étais déjà péniblement meurtri. Je m'écartai en chancelant, j'évitai, d'un mouvement instinctif, une voiture à bras, et je me retrouvai derrière le cab. Une inspiration me sauva, comme celui-ci avançait lentement, je le suivis, je me tins dans le sillage, surpris du tour que prenait mon aventure, inquiet et frissonnant de froid. C'était un jour clair de janvier, et j'étais tout nu, et la mince couche de boue qui couvrait la chaussée était bien près de geler. Insensé, je le comprends maintenant, je n'avais pas compté que, transparent ou non, je n'étais pas à l'abri des rigueurs de la température. Tout à coup, une idée lumineuse me passa par la tête, je fis le tour en courant et je montai dans le cab. Et ainsi, grelottant, effrayé, reniflant, sentant les premières atteintes d'un rhume, avec des contusions de plus en plus douloureuses dans les reins, je me fis conduire au pas tout le long d'Oxford Street, jusqu'au-delà de Tottenham Court Road. Comme on peut l'imaginer, mon humeur était singulièrement changée depuis le moment où, 10 minutes plus tôt, je m'étais élancé hors de chez moi. Ah! Ce privilège d'être invisible! La seule pensée qui m'absorba à cette heure était de savoir comment me tirer d'affaire. Nous passâmes lentement devant le magasin de Mudie, là, une dame de haute taille, portant 5 ou 6 volumes à couverture jaune, et là mon cab, je ne sautai dehors que juste à temps pour lui échapper, en rasant de près dans ma fuite un camion de chemin de fer. Je décampais dans la direction de Bloomsbury Square, avec l'intention de me diriger vers le nord, derrière le muséum, et de gagner ainsi les quartiers tranquilles. J'étais maintenant cruellement gelé, et l'étrangeté de ma situation m'irritait les nerfs à tel point que je pleurais en courant. À l'angle ouest du square, un petit chien blanc sortit des bureaux de la société de pharmacie et aussitôt il vint quêter de mon côté, le nez à terre. Je n'avais jamais songé à cela auparavant, le nez est pour l'esprit d'un chien ce que l'œil est pour l'esprit d'un homme qui voit clair. Les chiens perçoivent l'odeur d'un passant comme les humains perçoivent sa forme. L'animal se mit à aboyer et à sauter, témoignant, à ce qui me parut trop clairement, qu'il était averti de ma présence. Je traversai Great Russell Street, en regardant par-dessus mon épaule et je fis un bout de chemin dans Montag Street avant de reconnaître dans quelle direction je courais. Alors j'entendis une musique et, regardant au loin, je vis une foule qui sortait de Russell Square, une troupe de tricots rouges, et, en tête, la bannière de l'armée du salut. Dans une pareille presse de gens ou psalmodiant sur la chaussée ou se moquant sur les trottoirs, aucun espoir de pénétrer. Ne voulant pas rebrousser chemin et m'éloignant davantage de mon logis, prenant un parti sous l'aiguillon des circonstances, je gravis les degrés bien blancs d'une maison qui faisait face aux grilles du muséum et je me tins là pour attendre que la foule se fût écoulée. Par bonheur, mon chien s'arrêta au bruit de la fanfare, hésita et, au galop, s'en retourna vers Bloomsbury Square. La troupe arrivait,
braillant avec une inconsciente ironie l'hymne, quand le verrons-nous face à face. Le ton me parut interminable, avant que le flot de la foule vînt balayer le trottoir. Boum. 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 La grosse caisse m'envoyait ses vibrations bruyantes, je ne faisais pas attention à deux gamins arrêtés auprès de moi, regardez donc, dit l'un. Quoi, fit l'autre. Mais, ces traces de pas, de pieds nus. Je vis ces enfants arrêtés, bouche béante, devant les traces boueuses que j'avais laissées derrière moi sur les marches récemment blanchies. Les passants les coudoyaient, les poussaient, mais leur maudite intelligence restait là en arrêt. Boum. 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 Quand, boum. Le verrons-nous, boum, face à face, boum, boum. Il y a un homme qui a monté ces marches nu-pieds, où je ne m'y connais pas, dit l'un des gamins. Et il n'est pas redescendu. Et son pied saignait. Le gros de la foule était passé. Regardez, là, Ted. Fit le plus jeune des petites détectives, avec la voix aiguë de la surprise. Et il allongeait le doigt dans la direction de mes pieds. Je regardai aussi, et je vis leurs contours indiqués vaguement par des mouchetures de boue. Un moment, je fus paralysé. Et c'est bizarre, dit le plus âgé, c'est renversant. Tout à fait l'ombre d'un pied, n'est-ce pas? Il hésita, puis il avança, la main tendue. Un homme s'arrêta pour voir ce qu'il cherchait, puis une jeune fille. Une seconde encore, et il m'aurait touché. Alors, je compris ce qu'il y avait à faire, j'avançai d'un pas, le gamin fit un bond en arrière en poussant un cri, d'un mouvement rapide, je sautai sur le seuil de la maison voisine. Le plus jeune des galopins fut assez malin pour suivre le mouvement et, avant que j'eusse descendu les marches et gagné le trottoir, il était revenu de sa surprise et hurlait que les pieds avaient passé par-dessus le mur. On fit cercle autour de lui, on vit les traces nouvelles de mes pas sur la dernière marche et sur le trottoir. « Qu'est-ce qu'il a » demanda quelqu'un. « Des pieds. » Voyez. Des pieds qui courent. Tout le monde dans la rue, à l'exception de mes trois bourreaux, ne s'occupait que d'escorter l'armée du salut, cette cohue m'arrêtait, mais les arrêtait aussi. Il y eut un remous dans la foule, on s'étonne, on questionne. Je bouscule un jeune homme, je passe, un moment après, je courais tête baissée autour de Russell Square, avec 6 ou 7 personnes qui suivaient mes traces et n'y comprenaient rien. Je n'avais pas le loisir de m'expliquer, c'est toute la foule, aussitôt, que j'aurais eu après moi. 2 fois, je tournai un coin, 3 fois je traversai la chaussée et je revins sur mes pas, puis, comme mes pieds se réchauffaient et se séchaient, leur empreinte commençait à s'atténuer. Enfin, j'eus le temps de respirer, je me frottai, je me nettoyai les pieds avec les mains, et ainsi je pus sauver le tout. Ce que je vis en dernier lieu de cette chasse, ce fut un petit groupe d'une douzaine de personnes peut-être, étudiant avec une perplexité infinie une empreinte qui séchait lentement, après une flaque d'eau, dans Tavistock Square, une empreinte aussi isolée et aussi incompréhensible que la trace observée par Robinson Crusoe dans son île déserte. Cette course m'avait un peu réchauffé, je m'engageai avec plus de courage dans le dédale de ces rues peu fréquentées qui sont par là. J'avais l'échine raide et courbaturée, mes amygdales étaient douloureuses depuis l'étreinte du cocher, la peau de mon cou avait été écorchée par ses ongles, mes pieds me faisaient extrêmement mal, une petite coupure, à l'un d'eux, me faisait boiter. Une fois, je vis un aveugle s'approcher de moi, je me dérobai en clochant, car je redoutais la finesse de ses sens. 1 ou 2 fois, il y eut des collisions, je laissai les gens stupéfaits des malédictions inexplicables qui résonnaient à leurs oreilles. Alors, doucement, sans bruit, il m'arriva quelque chose dans la figure, le square se couvrait d'un léger manteau blanc, des flocons de neige tombaient avec lenteur. J'avais attrapé un rhume et je ne pus retenir un éternuement. Tous les chiens que je rencontrais étaient pour moi, avec leurs museaux tendus et leurs reniflements indiscrets, des objets de terreur. Je vis accourir des hommes, des enfants, criant à plein poumon, il y avait un incendie. Ils allaient dans la direction de mon logis. Regardant derrière moi, vers le bas de la rue, j'aperçus une masse de fumée noire au-dessus des toits et des fils du téléphone. C'était, j'en eus la certitude, mon logis qui brûlait, tout était là, vêtements, appareils, toutes mes ressources, en vérité, excepté mon carnet de chèques et les 3 volumes de notes qui m'attendaient dans Great Portland Street. Tout brûlait, tout. Si jamais homme brûla ses vaisseaux, c'était bien moi. La maison flambait. L'homme invisible fit une pause et réfléchit. Kemp jeta un regard impatient par la fenêtre. Puis,
Je vous suis, dit-il, continuez. Chapitre 22. Dans un grand magasin. C'est donc en janvier dernier, sous la menace d'une tempête de neige, et la neige, en restant sur moi, m'aurait trahi. Que, fatigué, gelé, souffrant, malheureux plus qu'on ne saurait dire et pourtant à peine convaincu de mon invisibilité, je commençais cette vie nouvelle à laquelle je suis voué. J'étais sans abri, sans ressources, pas un être au monde à qui je puisse me confier. Dire mon secret, c'était me livrer, faire de moi une curiosité, un phénomène. Pourtant, j'avais bien envie d'accoster le premier venu et de m'en remettre à sa discrétion. Mais, d'autre part, je devinais la terreur, la brutale cruauté qu'éveillerait mes avances. Je ne formais aucun projet tant que je fus dans la rue. Mon seul objectif était de me mettre à l'abri de la neige, d'être enfin à couvert, au chaud, alors, seulement, je pourrais arrêter un plan. Mais, même pour moi, homme invisible, les fils de maison, à travers Londres, restaient fermés, barricadés, verrouillés, imprenables. Je ne voyais qu'une chose devant moi, clairement, le froid, les intempéries, toutes sortes de misères sous la neige et dans la nuit. Il me vint une fameuse idée. Je pris l'une des rues qui mènent de Gower Street à Tottenham Court Road et je me trouvai bientôt devant l'Omnium, ce grand établissement où l'on vend de tout, vous savez bien, de la viande, de l'épicerie, du linge, des meubles, des vêtements, et même de la peinture à l'huile, un labyrinthe énorme de magasins, plutôt qu'un magasin. J'avais pensé que je trouverais les portes ouvertes, elles étaient fermées. Comme j'étais debout dans la large entrée, une voiture s'arrêta devant, un homme en uniforme, vous connaissez bien cette espèce de personnage, avec Omnium en lettres d'or sur la casquette, ouvrit la porte. Je réussis à m'introduire et, en parcourant la maison, j'étais au rayon des rubans, des gants, des bas, etc., j'arrivais dans une partie plus spacieuse consacrée aux paniers pour pique-nique et aux meubles d'osier. Je ne me sentais pas là en sûreté, pourtant, trop de monde allait et venait, sans cesse. Je rôdais de ci, de là, si bien que je découvris à un étage supérieur un vaste rayon où s'alignaient des quantités de bois de lit, j'escaladai les bois et trouvai un refuge enfin dans un énorme entassement de matelas repliés. L'endroit, déjà éclairé, était agréable et chaud, je décidai de demeurer dans cette cachette, avec un œil ouvert prudemment sur les groupes de commis et de clients qui circulaient dans le magasin, jusqu'à l'heure de la fermeture. Je pourrais alors, pensai-je, piller la maison pour me nourrir, m'habiller, me déguiser, rôder partout, me rendre compte des ressources, peut-être dormir sur quelque lit. Le plan paraissait très raisonnable. Mon idée était de me procurer un costume, de me faire une tête convenable, quoique emmitouflée, d'avoir de l'argent, de reprendre alors mes livres où ils m'attendaient, puis de louer quelque part un logement et de préparer à loisir la réalisation complète des avantages que me donnait sur autrui, je le croyais encore. Mon privilège d'être invisible. La fermeture vint assez vite. Il n'y avait pas plus d'une heure que j'avais pris position sur les matelas, quand je vis que l'on baissait les stores des fenêtres et que l'on poussait les clients vers la porte. Un certain nombre de jeunes gens alertes se mirent, avec une ardeur extraordinaire, à ranger toutes les marchandises qui restaient en désordre. Je quittai ma tanière dès que la cohue diminua, et j'irai avec précaution dans les parties les moins solitaires du magasin. J'étais vraiment surpris de voir avec quelle rapidité jeunes hommes et jeunes femmes enlevaient les marchandises étalées pour la vente pendant le jour. Tous les cartons, toutes les étoffes pendues, toutes les passementeries, toutes les boîtes de sucreries dans la section d'épicerie, tous les étalages de ceci ou de cela étaient descendus, reliés, enveloppés, replacés dans des cases bien tenues, tout ce qui ne pouvait pas être pris et rangé était recouvert de housse en grosse toile. Enfin, tous les sièges furent retournés sur les comptoirs, pour laisser libre le parquet. Aussitôt que chacun de ces jeunes gens avait fini, il ou elle se hâtait vers la sortie avec un air de vivacité que j'avais rarement observé jusque-là chez des commis. Alors, arriva une équipe de garçons, répandant de la sueur de bois, portant des seaux et des balais. Je dus me garer pour ne pas me trouver sur leur passage, et il arriva même que ma cheville reçut de la sueur. Pendant quelque temps, errant par les comptoirs couverts et obscurs, je pus entendre les balais à l'œuvre. À la fin, une bonne heure environ après la clôture du magasin, je perçus un bruit de porte fermée à clé. Le silence s'étendit partout et je me trouvai seul, dans le dédale inextricable des rayons, des galeries, des salles d'exposition. Tout était bien tranquille, d'un certain endroit, près de l'une des portes, qui donne sur Tottenham Court Road, je me rappelle avoir entendu le bruit que faisaient au dehors les talons des passants. Ma première visite fut pour le quartier où j'avais vu vendre des bas et des gants. Il faisait sombre,
j'eus l'ennui de courir après des allumettes, mais je finis par en dénicher dans un tiroir de la petite caisse. Ensuite, il me fallut trouver une bougie. Je déchirai des enveloppes, je fouillai, je ne sais combien de boîtes et de tiroirs, à la fin, je découvris ce que je cherchais, l'étiquette du carton portait, caleçon et gilet en laine d'agneau. Puis, des chaussettes, un cache-nez bien épais, puis, j'allai au rayon des vêtements, je pris un pantalon, un veston d'intérieur, un par-dessus, un chapeau mou ou une espèce de chapeau ecclésiastique à bord rabattu. Je commençais à redevenir un être humain. Alors je pensais à manger. À l'étage supérieur, il y avait un buffet, j'y trouvais de la viande froide, du café resté dans la cafetière, j'allumai le gaz, je le fis réchauffer, ça allait déjà mieux. Ensuite, comme je cherchais des couvertures, il fallut me contenter d'un lot de couvre-pieds, je tombai sur une section d'épicerie, avec plus de chocolat et de fruits confits qu'il ne m'en fallait, et du bourgogne blanc. À côté, le rayon de jouets, il me vint une idée fameuse. Il y avait là des faux nez, des nez en carton, vous savez. J'aurais bien voulu des lunettes noires, mais l'Omnium ne tenait point d'article d'optique. Mon nez m'avait inquiété, j'avais pensé à le farder, mais cette découverte me mit en goût de perruque, de masque, etc. Enfin, j'allais dormir sur un monceau de couvre-pied, très chaud, très confortable. Mes dernières pensées avant de m'assoupir furent les plus riantes qui me fussent venues depuis ma métamorphose. Je jouissais du calme physique, et mon esprit s'en ressentait. Je croyais pouvoir, au matin, m'esquiver sans être vu, avec mes vêtements sur moi, en me couvrant la figure d'un grand cache-nez blanc que j'avais pris, avec l'argent trouvé, j'achèterais des lunettes et je compléterais ainsi mon déguisement. Je ne tardai pas à revoir dans les rêves les plus tumultueux tous les événements fantastiques de ces derniers jours. Je vis un vilain petit juif de propriétaire vociférant chez lui, je vis ses deux beaux-fils ébahis, et la figure ridée d'une vieille femme qui réclamait son chat. Je connus de nouveau l'étrange sensation de voir le tissu disparaître, et je revins sur la colline éventée, j'entendis le vieux clergyman renifler et marmotter sur la tombe ouverte de mon père, le limon au limon, la cendre à la cendre, la poussière à la poussière. Vous aussi. Fit une voix. Et, tout à coup, je fus poussé vers le trot. Je me débattais, je criais, j'appelais au secours les gens du convoi, mais, pas plus ému que les pierres, ils continuaient à suivre le service. Le vieux prêtre lui-même ne cessait de bourdonner et de renifler sur son rituel. Je compris que l'on ne pouvait ni me voir ni m'entendre et qu'une puissance irrésistible avait prise sur moi. En vain je luttai, je fus entraîné au bord, la bière rendit un son sourd quand je tombai dessus, et de la terre fut jetée par pelletée sur mon corps. Personne ne faisait attention à moi, personne ne s'apercevait que j'étais là. Je fis des efforts convulsifs et je me réveillai. Le petit jour, le pâle petit jour de Londres était venu, mon refuge était éclairé d'une lumière grise et froide qui filtrait autour des stores. Je me redressai et, pendant un moment, je ne pus comprendre où j'étais, dans cette vaste pièce, avec ses comptoirs, ses piles d'étoffes enroulées, ses monceaux de couvre-pieds et de coussins, ses colonnes de fer. Puis, la mémoire me revint, j'entendis des voix qui causaient. Là-bas, dans la lumière plus vive d'un comptoir qui avait déjà levé ses stores, je vis approcher deux hommes. Je me laissai glisser, cherchant par où je pourrais fuir. Mais le bruit de mon mouvement les avertit de ma présence, ils aperçurent, sans doute, une forme qui s'en allait avec le moins de tapage et le plus vite qu'elle pouvait. « Qui est là » cria l'un. « Arrêtez » cria l'autre. Je tournai précipitamment un coin, et je tombai en plein, moi, corps sans tête, ne l'oubliez pas. Sur un grand Flandrin qui pouvait bien avoir 15 ans. Il poussa des hurlements, je l'envoyai rouler par terre, je sautai par-dessus lui, je tournai un autre coin, et, par une heureuse inspiration, je me jetai à plat ventre derrière un comptoir. Presque aussitôt j'entendis des pas courir le long du comptoir et me dépasser, des voix criaient, tout le monde aux portes. Et l'on demandait ce qu'il y avait. Et l'on échangeait des avis sur la manière de me capturer. Étendu sur le sol, épouvanté, j'avais perdu mon sang-froid. Si singulier que cela puisse paraître, il ne me vint pas à l'esprit, sur le moment, d'ôter mes vêtements comme j'aurais dû le faire. Je m'étais mis dans la tête de m'en aller avec, et cette idée-là seule me dirigeait. Cependant, l'inspection des comptoirs se termina par ce cri, « Il est là !» Je sautai sur mes pieds, je pris vivement une chaise et la jetai dans les jambes de l'imbécile qui avait crié, me retournant, je tombai sur un autre, au coin de la galerie,
je l'envoyai rouler et me mis à grimper l'escalier 4 à 4. Celui-ci se releva, hurla quelque chose comme « Taillot ! Taillot !» et, plein d'ardeur, se précipita dans l'escalier à ma poursuite. Tout en haut était empilé, en foule, de ces vases aux couleurs éclatantes, vous savez bien. Des vases d'art, suggéra Kemp. Oui, des vases d'art. Je tournai à la dernière marche, j'en pris un dans une pile et je le lui écrasai sur la tête, à cet imbécile, quand il arriva jusqu'à moi. Mais toute la pile de pots s'écroula, j'entendis des cris et des pas venant de toutes parts. Je me ruai vers le buffet, il y avait là un homme vêtu de blanc, une espèce de cuisinier qui, lui aussi, me donna la chasse. Un dernier détour désespéré, je me trouvai au milieu des lampes et de la quincaillerie. Je me réfugiai derrière le comptoir, j'attendis mon cuisinier, et, au moment où il s'élançait, le premier de la meute, je lui portai, avec une lampe, un coup droit qui le plia en deux. Il tomba, et moi, me blottissant dans ma cachette, je me mis à me dépouiller de mes vêtements le plus vite possible. Par-dessus, veston, pantalon, chaussures, cela allait bien, mais un gilet en laine d'agneau colle sur le corps, comme la peau. J'entendis venir les autres, le cuisinier, étourdi ou muet de terreur, gisait immobile de l'autre côté du comptoir, il fallait donner encore une fois tête baissée, comme un lapin qui débouche d'un tas de bois. J'entendis quelqu'un crier, « Par ici, monsieur l'agent !» Je me retrouvai de nouveau dans mon magasin de literie, puis dans un océan de confection. Je m'y précipité, je m'étendis à terre, je me débarrassai de mon gilet, après des contorsions à n'en plus finir, et, hors d'haleine, affolé, je me dressai en liberté juste au moment où l'agent et 3 commis tournaient le coin. Ils se jetèrent sur mon gilet et mon caleçon, ils s'emparèrent de mon pantalon. L'un des jeunes gens s'écria, « Il abandonne son butin. Il est certainement par ici. » Mais, tout de même, on ne me découvrit point. Je restai là un moment, à les voir qui me cherchaient, et à maudire la déveine qui me faisait perdre mes vêtements. Puis, je retournai au buffet, je bus un peu de lait, et je m'assis auprès du feu pour examiner la situation. Bientôt arrivèrent 2 employés qui se mirent à causer de l'affaire avec beaucoup d'animation et comme des sots qu'ils étaient. J'entendis un récit très exagéré de mes déprédations, puis des conjectures sur l'endroit où je pouvais bien être. Alors je me repris à faire des projets. La difficulté insurmontable, ici, maintenant surtout que l'alarme était donnée, c'était d'emporter quoi que ce fût. Je descendis au magasin pour voir s'il y avait moyen de faire un paquet et de mettre dessus une adresse, mais je ne pouvais pas deviner comment fonctionnait le contrôle. Vers 11 heures, la neige ayant fondu à mesure qu'elle tombait, la journée étant plus belle et un peu plus chaude que la précédente, je me dis que décidément il n'y avait rien ici à espérer pour moi, et je sortis, toujours exaspéré de ma mauvaise chance et n'ayant d'ailleurs en tête que les dessins les plus vagues. Chapitre 23. La boutique de Drury Lane. Vous devez commencer à comprendre tous les désavantages de ma condition. J'étais sans abri, sans rien pour me couvrir, me procurer des vêtements, c'était sacrifier tous mes avantages, c'était faire de moi un monstre étrange et terrible. De plus, je jeûnais, car manger, me remplir l'estomac d'aliments qui ne seraient pas tout de suite assimilés, c'était redevenir visible, et d'une façon grotesque. Je n'avais pas pensé à cela, dit Kemp. Moi non plus. La neige m'avait avisé d'une autre espèce de danger. Je ne pouvais pas aller dehors par la neige, en s'accumulant sur moi, elle m'aurait dénoncé. La pluie, elle aussi, eût fait de moi une silhouette ruisselante, un simulacre humain étincelant, une bulle fantastique. Et le brouillard. Je serais, dans le brouillard, un fantôme, encore plus ténu, un vague soupçon d'humanité. D'ailleurs, au grand air, dans l'air de Londres. Je recueillais de la boue sur mes chevilles, des fumées de charbon et de la poussière sur ma peau. Je ne pouvais pas savoir au bout de combien de temps, par cela même, je deviendrais visible, mais je voyais clairement que ce ne serait pas long. Donc, ne pas rester dans Londres, à aucun prix. Je gagnai les faubourgs, du côté de Great Portland Street, et je me retrouvai à l'extrémité de la rue où j'avais logé, je n'y entrai pas, la foule stationnait en face des ruines encore fumantes de la maison que j'avais incendiée. Le plus urgent pour moi, c'était d'avoir des vêtements. J'aperçus alors, dans une de ces petites boutiques où il y a de tout, des journaux, des bonbons, des jouets, de la papeterie, des accessoires du dernier carnaval, etc., etc., un grand assortiment de masques et de faux nez, je me rappelle l'idée que m'avaient suggéré les joujoux de l'Omnium. J'avais maintenant un but, je me dirigeais,
en faisant des détours pour éviter les rues fréquentées, vers les ruelles au nord du Strand, je me souvenais que plusieurs costumiers de théâtre avaient leur boutique de ce côté-là, sans bien savoir où. Il faisait froid, les rues étaient balayées par un vent du nord piquant. Je marchais vite pour n'être pas rattrapé. Chaque voie à traverser représentait un danger, chaque passant était à épier avec vigilance. Un homme, au moment où j'allais le dépasser, au bout de Bedford Street, se retourna brusquement, vint sur moi, et m'envoya rouler sur la chaussée, presque sous la roue d'un cab. Toute la file des cochers fut d'avis qu'il avait lui-même reçu comme un coup. Je fus si troublé de cette rencontre que j'entrai dans le marché de Covent Garden et m'assis un moment, haletant et tremblant, dans un coin tranquille, auprès d'un éventaire de violettes. Je m'aperçus que j'avais pris un nouveau rhume, il fallait me retourner de temps en temps pour ne pas attirer l'attention par mes éternuements. Enfin, j'arrivai au terme de mes recherches, une sale petite boutique, piquée de mouches, dans une rue écartée, près de Drury Lane, avec une vitrine pleine de robes à paillettes, de faux bijoux, de perruques, de pantoufles, de dominos et de photographies d'actrices. La boutique était à la mode d'autrefois, basse et sombre, au-dessus, 4 étages noirs et tristes. Je regardai curieusement à travers la glace et, ne voyant personne à l'intérieur, j'entrai. La porte, en s'ouvrant, fit tinter une sonnette, je la laissai ouverte et tournai autour d'un mannequin qui portait un costume râpé, dans un coin, derrière une psyché. Pendant 1 minute environ, personne ne vint, puis, j'entendis des pas pesants traverser une pièce, et un homme apparut dans la boutique. Mon plan était parfaitement arrêté. Je me proposais de pénétrer dans la maison, de me cacher en haut de l'escalier, de guetter mon heure et, lorsque tout serait tranquille, de fouiller là-dedans, de prendre une perruque, un masque, des lunettes, un costume, et d'aller ensuite par le monde, personnage peut-être grotesque, mais au bout du compte, acceptable. Incidemment, je pourrais trouver dans la maison quelque argent très utile. L'homme qui venait d'entrer était petit, légèrement bossu, avec des sourcils épais, de longs bras, des jambes courtes et tordues. Apparemment, j'avais interrompu son repas. Il regarda tout autour de lui, avec une expression d'attente. Il eut d'abord une certaine surprise, puis la colère, de voir sa boutique vide. « Sacré galopin !» s'écria-t-il. Après un coup d'œil dans la rue, à droite, à gauche, il rentra, referma la porte d'un coup de pied, avec un dépit manifeste, et retourna en bougonnant vers celle qui menait à l'intérieur. Je m'avançai pour le suivre, au bruit que je fis, il s'arrêta net. Je m'arrêtai de même, étonné de la finesse de son oreille. Il me jeta la porte au nez. J'hésitais. Tout à coup, j'entendis revenir des pas précipités et la porte se rouvrit. Il se tint là debout, regardant tout autour de lui dans la boutique, un homme qui n'était pas encore convaincu. Puis, se parlant à lui-même, il chercha derrière le comptoir, puis derrière certains meubles. Et de nouveau il s'arrêta, indécis. Mais il avait laissé sa porte ouverte, je me glissai dans l'arrière-boutique. C'était une pièce bizarre, pauvrement meublée, avec un tas de masques dans un coin. Sur la table, le déjeuner interrompu, c'était chose furieusement exaspérante pour moi, Kemp, que d'avoir à respirer son café, à rester là tandis qu'il rentrait, qu'il reprenait son repas. Ses manières à table étaient agaçantes. 3 portes donnaient dans cette petite pièce, l'une conduisant à l'étage supérieur, une autre en bas, mais tout était fermé, je ne pouvais donc pas m'échapper tant qu'il était là. Je pouvais à peine bouger, en raison de sa vigilance, et j'avais un courant d'air dans le dos, 2 fois je réprimai un éternuement juste à temps. Mes impressions de simple spectateur étaient sans doute curieuses et neuves, mais, avec tout cela, je me trouvais terriblement lassé et impatienté longtemps avant qu'il eût fini de manger. Pourtant, le repas eut un terme. Ayant mis sa misérable vaisselle sur le plateau d'étain où était la théière, ayant ramassé les miettes dans sa serviette tachée de moutarde, il emporta le tout. Son fardeau l'empêcha de fermer la porte derrière lui, comme il n'eût pas manqué de le faire, je n'ai jamais vu son pareil pour fermer les portes. Et je le suivis dans une cuisine très sale, en sous-sol, et dans un petit office. J'eus le plaisir de le voir commencer à laver sa vaisselle, mais, ne trouvant pas bon de rester en bas et le carrelage n'étant pas chaud pour mes pieds, je remontai et je m'assis sur la chaise du bonhomme, auprès de la cheminée. Le feu brûlait à peine, presque sans y penser, je remis un peu de charbon. Le bruit fit remonter mon hôte tout aussitôt et il demeura stupéfait. Il passa l'inspection de toute la pièce et il s'en fallut même d'un rien qu'il ne me touchât. Même après cet examen, il ne paraissait qu'à moitié satisfait,
il s'arrêta sur le pas de la porte et, avant de redescendre, jeta un dernier coup d'œil circulaire. J'attendis là pendant un siècle. Il finit par revenir et ouvrit la porte qui menait à l'étage supérieur. Je me glissai derrière lui, tout contre. Sur le palier, il s'arrêta tout à coup, si brusquement que je fus tout près de tomber sur lui. Il était là, regardant en arrière, droit dans ma figure, et tendant l'oreille. J'aurais juré. Fit-il. Sa main longue et velue tirait sa lèvre inférieure, ses yeux allaient du haut en bas de l'escalier, il grogna, puis se remit à monter. Déjà sa main était sur le bouton d'une porte quand il s'arrêta de nouveau, avec la même expression d'inquiétude et de colère sur le visage. Il commençait à remarquer, non loin de lui, le bruit léger de mes mouvements. Il faut que cet homme ait eu l'oreille diablement fine. Soudain il éclata en fureur. S'il y a quelqu'un ici, cria-t-il avec un juron, et la phrase resta inachevée. Il plongea sa main dans sa poche, ne trouva pas ce qu'il cherchait, et, passant près de moi comme un coup de vent, l'air batailleur, il dégringola l'escalier brusquement. Au lieu de le suivre, je m'assis sur la dernière marche et j'attendis son retour. Il reparut bientôt, toujours grommelant. Il ouvrit la porte de sa chambre et, avant que j'aie pu pénétrer, me la jeta à la figure. Je résolus d'explorer la maison et j'y mis quelque temps, attentif à faire le moins de bruit possible. Elle était très vieille, très délabrée, infestée de rats, si humide que le papier, dans les mansardes, se détachait des murs. La plupart des boutons de porte étaient durs, et j'avais peur en les tournant. Plusieurs des chambres que je visitais n'étaient pas meublées, d'autres étaient jonchées d'oripeaux de théâtre, achetés d'occasion, à en juger sur l'apparence. Dans l'une, voisine de celle qui l'occupait, je trouvai une quantité de vieilles frusques, je fouillai là-dedans, et m'animai si bien à cette besogne, que j'oubliai encore la finesse évidente de son oreille. Je perçus des pas furtifs et, ayant levé les yeux juste à temps, je le vis qui passait la tête et considérait le tas en désordre, un vieux revolver de forme antique à la main. Je demeurai parfaitement immobile, tandis qu'il regardait autour de lui, soupçonneux, la bouche ouverte. Ce doit être elle, dit-il lentement. Que Dieu la damne. Il referma la porte tranquillement, j'entendis la clé tourner dans la serrure, puis, les pas s'éloignèrent. Je compris tout à coup que j'étais enfermé. Pendant une minute, je ne sus que faire. J'allai de la porte à la fenêtre, je revins sur mes pas, je restai perplexe. Un accès de colère me prit, mais je décidai, avant tout, de passer en revue les vêtements. Or, à ma première tentative, un paquet tomba d'une planche haute. Ceci ramena mon bonhomme, plus sinistre que jamais. Cette fois, il me toucha véritablement, sauta en arrière avec surprise et resta ébahi au milieu de la pièce. Pourtant, il se calma, ce sont les rats. Fit-il à voix basse, un doigt sur la bouche. Il était toutefois un peu effaré. Je sortis en me glissant obliquement hors de la chambre, mais le parquet vint à craquer. Alors, cette infernale petite brute s'élança à travers la maison, le revolver au poing, fermant les portes les unes après les autres et mettant les clés dans sa poche. Quand je compris quel était son but, j'eus un mouvement de rage, je me possédais à peine assez pour guetter le bon moment. Cependant, je constatai qu'il était seul dans la maison, alors, je ne fis ni une ni deux, je tapai sur la tête. Sur la tête, s'écria Kemp. Oui, je l'étourdis, comme il descendait l'escalier. Je le frappai par derrière avec un escabeau qui était sur le carré. Il roula jusqu'en bas comme un sac de vieilles bottes. Mais, voyons. L'humanité la plus vulgaire. Tout cela est très bien pour le vulgaire, en effet. Mais la question, Kemp, était pour moi de sortir de cette maison sous un déguisement, sans qu'il me vît, et je n'avais pas d'autre façon d'y arriver. Je le bâillonnai avec un gilet Louis XVI et je le ficelai dans un drap. Vous l'avez ficelé dans un drap. J'en fis une espèce de paquet. C'était une assez bonne idée d'effrayer et de faire taire cet imbécile, il y avait vraiment une difficulté de tous les diables à me tirer d'affaire. Mon cher Kemp, ce n'est pas bien de me regarder comme si j'avais commis un meurtre. Lui, il avait un revolver. Si, par hasard, il m'avait vu, il était capable de... Mais encore. Dit Kemp. En Angleterre. De nos jours. Après tout, cet homme était chez lui, et vous étiez bel et bien en train de le voler. De le voler? Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez m'appeler Filou bientôt. Assurément,
Kemp, vous n'êtes pas assez naïf pour donner dans les vieux préjugés. Vous figurez-vous ma position? Et la sienne. L'homme invisible s'interrompit d'un air piqué. Que voulez-vous dire? La figure de Kemp devint un peu dure. Il allait parler, mais il se retint. Somme toute, fit-il avec un changement subit, je pense qu'il fallait marcher. Vous étiez dans une impasse. Mais encore. Évidemment, j'étais dans une impasse, dans une terrible impasse. Et il faut dire aussi que cet homme m'avait mis en fureur, à me pourchasser partout dans sa maison, à gesticuler comme un fou avec son revolver, à fermer et à ouvrir toutes ses portes. Il était tout simplement exaspérant. Vous ne me blâmez point, n'est-ce pas? Vous ne me blâmez point? Je ne blâme jamais personne, répondit Kemp. Ça ne se fait plus. Et ensuite? J'avais faim. En bas, je trouvais du pain et du fromage qui sentaient fort, c'était plus qu'il ne fallait pour satisfaire mon appétit. Je bus un peu d'eau de vie avec de l'eau. Puis, je retournai, en passant par-dessus le sac, il gisait toujours là, immobile, je retournai dans la chambre aux vieux habits. Elle donnait sur la rue, 2 rideaux au crochet, noirs de saleté, ornaient la fenêtre, j'allais regarder au travers, dehors, le jour était clair, éblouissant, par contraste avec les ombres de la maison lugubre où je me trouvais. La circulation était active, des charrettes de fruits, un cab, une voiture à galerie couverte de caisses, la charrette d'un marchand de poissons. Quand je me retournai, des taches de couleur flottaient devant mes yeux sur les meubles couverts d'ombre. À mon agitation, maintenant, succédait une claire intelligence des choses. La chambre était pleine d'une légère odeur de benzine, employée, je suppose, pour nettoyer les habits. J'entrepris une visite domiciliaire en règle. Je suis porté à croire que le bossu vivait seul dans sa maison depuis quelque temps. C'était un curieux personnage. Tout ce qui pouvait m'être de quelque utilité, je le rassemblai dans le magasin Howard, et alors je fis un choix réfléchi. Je trouvai une valise que je crus bon d'avoir, puis de la poudre, du fard, du taffetas d'Angleterre, etc., etc. J'avais pensé à me maquiller, à me poudrer la figure et les mains, tout ce qu'il y avait à montrer de ma personne pour redevenir visible, mais l'inconvénient, c'est qu'ensuite il m'aurait fallu de la térébenthine et d'autres drogues, et je ne sais combien de temps, pour disparaître de nouveau. Finalement, je jetai mon dévolu sur un nez du meilleur type, légèrement grotesque, sans doute, mais pas plus que celui de beaucoup d'êtres humains, sur des lunettes noires, des favoris grisonnants et une perruque. Des vêtements de dessous, il n'y en avait pas, mais je pouvais en acheter plus tard, et, pour le moment, je m'emmaillotais dans des dominos de coton et des écharpes de cachemire. Je ne trouvais pas de chaussettes, mais les bottes du bossu m'allaient assez bien, et cela suffisait. Dans la caisse de la boutique, 3 souverains et environ la valeur de 30 shillings en monnaie d'argent, dans un buffet dont je fis sauter la serrure, dans l'arrière-boutique, 8 livres en or. Ainsi équipé, je pouvais faire ma rentrée dans le monde. J'eus pourtant une hésitation bizarre. Mon extérieur était-il acceptable? Je m'examinai dans un petit miroir, me regardant sous toutes les faces pour découvrir quelque oubli, tout me parut convenable. J'étais grotesque comme peut l'être un acteur, un avare de théâtre, mais enfin, je n'étais pas une monstruosité physique. Reprenant confiance, je descendis mon miroir dans la boutique, et, les stores levés, je m'examinai encore soigneusement à l'aide de la psyché qui était dans le coin. J'eus besoin d'un peu de temps pour prendre mon courage à 2 mains. Puis, j'ouvris la porte et je m'avançai dans la rue, laissant le petit homme se débarrasser de son drap comme il l'entendrait. En moins de 5 minutes, j'avais tourné par une douzaine de rues qui me séparaient de la boutique et du costumier. Personne ne paraissait me remarquer trop particulièrement. La dernière difficulté semblait bien surmontée. Griffin s'arrêta de nouveau. « Et vous ne vous êtes pas inquiété davantage de votre bossu ?» demanda Kemp. « Non. Et je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. J'imagine qu'il se sera délié, soit avec ses mains, soit en gigotant. Les nœuds étaient assez serrés. Il se tut, alla vers la fenêtre et regarda dehors, fixement. « Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé au Strand ?» Oh. Une désillusion nouvelle. Je croyais être au bout de mes peines. En pratique, je croyais pouvoir faire impunément tout ce que je voudrais, tout, excepté trahir mon secret. C'était mon idée, quoi que je fisse, quelles que puissent être les conséquences, peu m'importait, à moi, je n'avais qu'à rejeter mes vêtements pour m'évanouir. Nul ne pourrait me tenir.
Je pourrais prendre de l'argent où j'en trouverais. Je décidai de me payer un festin somptueux, puis de descendre dans un bon hôtel et d'y amasser une nouvelle garde-robe. J'étais plein d'une confiance étonnante, j'étais un serein, il ne m'est pas particulièrement agréable de me le rappeler. J'entrai dans un restaurant, et déjà je commandais mon déjeuner, quand il me vint à l'esprit que je ne pourrais pas manger sans exposer ma figure invisible. J'interrompis ma commande, je dis au maître d'hôtel que je serais de retour dans 10 minutes, et je sortis exaspéré. Je ne sais si votre appétit a jamais été désappointé de cette façon. Pas tout à fait d'une manière aussi fâcheuse, répondit Kemp. Mais je peux me figurer. J'aurais étranglé volontiers les imbéciles qui me gênaient. À la fin, ne pouvant plus résister au besoin d'une nourriture savoureuse, je m'adressai ailleurs et demandai un cabinet particulier. Je suis, dis-je, défiguré d'une façon épouvantable. On me regarda avec curiosité, mais, après tout, ce n'était pas leur affaire, et je finis par avoir ainsi mon déjeuner. Il ne fut pas très bon, à vrai dire, mais c'était suffisant. Après, je restai à fumer un cigare et à me tracer un plan de campagne. Au dehors, une tempête de neige commençait. Plus j'y pensais, Kemp, et plus je comprenais quelle absurdité sans recours était un homme invisible, sous un climat froid et sale, dans une ville encombrée, civilisée. Avant cette folle expérience, j'avais rêvé tous les avantages du monde. Cet après-midi, tout n'était plus que déception. Je récapitulai toutes les choses que l'homme tient pour désirables. Pas de doute que l'invisibilité me rendit possible d'y atteindre, mais elle me mettait dans l'impossibilité d'en jouir, une fois que je les aurais obtenus. L'ambition, de quel prix est pour l'orgueil une place où il ne vous est pas permis de vous montrer? De quel prix est l'amour d'une femme quand elle ne peut s'appeler que Dalila? Je n'ai pas de goût, d'ailleurs, pour la politique, pour les sottises de la renommée, ni pour la philanthropie, ni pour le sport. Que allais-je faire? J'étais devenu un mystère habillé, une caricature d'homme, tout en maillot et en bandage. Il s'interrompit, à son attitude on devinait que ses yeux erraient vers la fenêtre. Mais, comment êtes-vous arrivé à Iping? Demanda Kemp, soucieux d'occuper son hôte, de le faire parler encore. J'y allais pour travailler. J'avais un espoir. C'était le germe d'une idée. Je l'ai encore, mais c'est maintenant une idée mûre. Une façon de revenir en arrière. De réparer ce que j'ai fait, quand il me plaira. Quand j'aurai fait tout ce que je veux faire à la faveur de mon invisibilité. C'est de quoi surtout je veux vous entretenir à présent. Vous êtes allé tout droit à Iping. Oui. Je n'eus qu'à prendre mes 3 volumes de notes et mon carnet de chèques, ma valise et du linge et à me faire une quantité de produits chimiques pour mettre à exécution mon idée, je vous montrerai les calculs dès que j'aurai retrouvé mes livres, et je partis. Mon Dieu! Je me rappelle cette tempête et la sacrée peine que j'eus à empêcher la neige de tremper mon nez en carton. Enfin, dit Kemp, il y a 2 jours, quand on vous a découvert, vous avez plutôt, si j'en crois les journaux. Oui, plutôt. Est-ce que j'ai tué cet imbécile d'agent? Non, on croit qu'il guérira. Il a de la chance, alors. J'avais tout à fait perdu patience. Les idiots. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas me laisser tranquille? Et ce butor d'épicier? Il n'est pas en danger de mort. Je ne sais rien de mon cheminot, ajouta l'homme invisible avec un rire inquiétant. Par le ciel, Kemp, les hommes de votre caractère ne savent pas ce que c'est que la rage. Avoir travaillé pendant des années, avoir fait des projets, des plans, et trouver alors quelque crétin, maladroit et aveugle, qui vient se jeter en travers de votre carrière. Il n'existe pas d'imbécile qui n'ait été mis au monde pour me nuire. Si je suis encore longtemps à ce régime-là, je deviendrai fou et je taperai dans le tas. Déjà, ils m'ont rendu les choses 1000 fois plus difficiles.